C'est Très bien. son petit côté tapis rouge. C'est parti, Sophie. Voilà. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition qui a réuni beaucoup d'inscrites. Donc, je pense que le sujet est absolument brûlant et on va en débattre avec nos invités. Avant de vous les présenter, je vais quand même vous faire une petite introduction. Aujourd'hui, l'emploi des seniors occupe depuis de nombreuses années une place qui est quand même assez mineure dans le débat public et pourtant la démographie nous alerte. D'ici 2050, une personne sur 5, c'est-à-dire près de 2 milliards de personnes, aura plus de 60 ans. C'est ce qu'écrit en tout cas une activiste américaine qui s'appelle Ashley Applewhite et qui est l'autrice d'un manifeste contre l'agisme. Être une femme et avoir plus de 50 ans est pour beaucoup aujourd'hui une course avec handicap pour trouver ou retrouver du travail. Et je me rappelle lors de notre premier webinaire, on avait déjà parlé de cette question-là. Et aujourd'hui, on souhaitait vraiment y revenir avec des spécialistes, des DRH et des consultants, des chargés de recrutement et aussi le témoignage de ces femmes. Le constat, il est plutôt pessimiste. À partir de 45 ans, le marché du travail est assez fermé, autant qu'un club privé britannique, et il ne délivre plus de carte de membre aux femmes de notre génération qui sont des seniors obsolètes. Un curseur non écrit définit la frontière à partir de laquelle notre ticket n'est plus valable, et ce souvent, quel que soit le parcours et les formations. Alors, on va s'interroger ensemble sur le fait de savoir si c'est une malédiction ou bien si il y a quelque chose à faire, et on va le voir aussi avec les recruteurs pour voir si les grilles de recrutement peuvent bouger et évoluer. On regardera aussi quels sont les stéréotypes à l'œuvre dans cette exclusion. Alors, je vais vous présenter nos invités. Je vais commencer par Laetitia De Gaulle, qui est conseil en stratégie, management des organisations, RH, et ex-directrice des ressources humaines au sein de labos pharmaceutiques anglo-saxons, et son expertise internationale sera assez intéressante. Isabelle Otangbon, directrice commerciale en indépendante, et qui va être aussi notre témoin des écueils qu'elle a rencontrés et qu'elle rencontre dans sa recherche d'emploi. Alexandra Lebarque, vous êtes recruteuse chez Open Classroom, vous êtes responsable de recrutement et d'acquisition de talents. Et Jean-Michel Salvanez, qui est associé au sein de MICEO, qui est un cabinet de conseil dédié au DRH et qui nous parlera de son expérience de DRH au sein de grands groupes. On a perdu Jean-Marc, mais je pense qu'il a un problème de connexion, mais il va revenir. Je pense qu'il va revenir. En attendant, je vais poser la première question à nos autres invités. Est-ce que très clairement, l'âge est un critère de sélection dans le processus de recrutement? Et peut-être que je vais commencer avec Isabelle, si vous voulez nous parler de votre propre expérience. Écoutez, j'ai été licenciée avec l'ensemble de mes équipes en juin 2018. C'est à la suite de la fermeture d'une société, d'une entreprise qu'on m'a proposé de racheter, mais je n'ai pas pu le faire pour diverses raisons. Et évidemment, ce n'est pas la bonne nouvelle, même si nous avons été accompagnés par un cabinet d'outplacement qui a tout de suite évidemment positionné le problème. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, donc c'est pas la bonne nouvelle pour retrouver un emploi. Et je suis assez lucide, j'allais dire, sur les obstacles qui existent et qu'on va ensemble, je pense, décrire. J'ai un parcours, j'allais dire, de formation supérieure. J'ai une double formation, de par un DESS à Paris 9 Dauphine, et je suis également diplômée de l'Institut national des langues orientales. Je suis quadrilingue d'origine britannique. Je ne peux pas croire que mon parcours n'intéresse personne, ni mes capacités, ni mon envie de changer, ni ma façon d'être et d'aimer faire de nouvelles choses. C'est une course contre la montre avec le sablier de Pôle emploi.
Et c'est pour cela que j'ai décidé de créer une micro-entreprise pour répondre à des interventions de clients, d'anciens clients, de marques qui avaient besoin d'aide de manière ponctuelle, en me disant peut-être que cela peut déboucher en effet sur le Graal, le CDI que je recherche et que je continue de rechercher. Cependant, cette façon aussi de travailler avec ses avantages, ses inconvénients, est une façon de rester active et puis de démontrer aux recruteurs que je suis dans le monde du travail, puisque vous avez également un autre obstacle, mais qui est valable quel que soit l'âge, c'est que faites-vous? On préfère recruter quelqu'un en poste que quelqu'un qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Et je pourrais faire part tout à l'heure d'un certain nombre de remarques de recruteurs quand j'arrive à les avoir, hein, puisque moi je leur rentre dedans maintenant en disant je ne comprends pas, je postule à des choses dont je coche toutes vos cases, vous ne m'appelez pas. Alors généralement ils sont un peu vexés, ils me rappellent. Et très vite on comprend que c'est une question d'âge, d'expérience. Ils ont l'impression que vous êtes déjà de vieux dinosaures incapables de vous adapter ou ne sachant je ne sais trop quoi faire. Enfin, c'est toujours très nébuleux. Donc c'est très flou. Pour vous rassurer, j'avais perdu mon travail à 45 ans, mais j'ai retrouvé. Hein. Donc vous voyez, tout arrive. Je crois que c'est une question aussi de persévérance, de rencontre et puis d'enthousiasme. Hein. C'est toujours ça qui séduit en fin de compte. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Très bien. Est-ce que Laetitia de Gaulle, quelle est votre expérience d'un point de vue de recrutement et au sein de grands groupes? Est-ce que vous notez, vous, des différences de grilles de recrutement très différentes entre l'expérience française et l'expérience internationale que vous avez? Alors, je dirais que en réalité, dans les groupes, alors plutôt américains en ce qui me concerne, parce que en Europe, même quand c'est anglo-saxon, c'est un peu différent, mais les Américains ont une vision un petit peu différente de la nôtre, c'est très culturel. Hein. Et une première chose, c'est que aux États-Unis, il n'y a pas d'âge légal de la retraite, donc on ne se dit pas quand quelqu'un, une femme ou un homme, hein, mais quand quelqu'un a 55, 56, oh là là, il va rester 3 ans parce qu'après il est à la retraite. Or, c'est faux, mais c'est quand même encore la représentation qui existe en France. Aux États-Unis, on n'a pas ça. La deuxième chose qui est très importante aux États-Unis, c'est que depuis fort longtemps, ils sont très sensibilisés sur la discrimination. Ça ne veut pas dire qu'ils sont efficaces, mais ils sont très sensibilisés à la discrimination. Et donc, comment dire, ils mettent en place des politiques anti-discrimination, dont celle-là, pas que, mais dont celle-là, avec des CV sans photo, avec des politiques où ils peuvent compter le nombre de femmes, compter le nombre d'hommes, compter le nombre de personnes de couleur, le nombre de personnes d'une certaine religion, etc. Ce que nous, on n'a absolument pas le droit de faire. Hein. Oui, absolument. Donc, ils peuvent émettre des critères que nous n'avons pas le droit d'émettre, et notamment sur le genre et sur l'âge. Et ensuite, les personnes travaillent jusqu'à un point d'âge. Hein, et puis, je crois aussi qu'aux États-Unis, il y a autre chose qui est culturelle, qui sont les modèles. Il y a des modèles de femmes puissantes qui ont des postes à responsabilité. Et puis, il y a également le modèle familial américain. Donc, on peut avoir les trucs des deux côtés, mais le modèle familial américain, c'est aussi les femmes, les mères. Si elle reste à la maison, c'est bien. C'est pas si une femme par exemple est restée 4 ans chez elle pour s'occuper de ses enfants et qu'elle a maintenant 45, 50 ans et qu'elle veut travailler, c'est pas une barrière. Chez nous, c'en est une. Est-ce que ça veut dire que cette expérience-là, elle est valorisée comme des acquis et sur un certain nombre, par exemple, de soft skills? Est-ce que le fait d'avoir, je prends un exemple au hasard, est-ce que le fait d'avoir, par exemple, gardé des enfants, fait du homeschooling à la maison, est-ce que ça a une valeur ajoutée pour un futur recruteur? Alors, sur le territoire américain, je ne parle pas dans le reste du sur les territoires américains. Sur le territoire américain, de toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Et pendant que les femmes sont au foyer, c'est souvent les femmes, c'est pour ça que je dis que c'est les femmes, elles ont beaucoup d'activités associatives. Elles appartiennent à des communities et chez eux, c'est très important. Et tout ça, c'est valorisable. Et à la différence de chez nous, je crois, on peut repartir de zéro à peu près n'importe quand. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile chez nous. Je dirais que ce sont les principales différences. Est-ce que la valeur de l'expérience, vous diriez qu'elle compte, elle est majeure et qu'elle compte plus que le diplôme? Oui. Sans hésiter, oui, chez les Américains. Nous, on a le culte du diplôme. Alors attention, parce que si on parle que des recrutements de personnes diplômées,
Ça ne concerne pas tout le monde, hein. Il y a des recrutements de personnes en France, hein, partout d'ailleurs, de personnes qui ne sont pas des personnes très qualifiées. La question de l'âge se pose également, parce que l'âge, c'est l'adaptabilité, c'est tous les préjugés qu'on peut avoir, et même le coût. Et donc, c'est moins cher d'embaucher un petit jeune, même si c'est pour être coursier ou caissier, ou je ne sais pas trop quoi, ou caissière, que quelqu'un de senior qui est plus cher, moins adaptable, plus fatigué, etc. Donc, oui, l'expérience compte plus aux États-Unis, mais que les diplômes. Et quand il n'y a pas de diplôme, c'est moins grave que chez nous. Mais c'est moins grave. Alexandra Lebarque, vous avez en fait les deux casquettes. Vous étiez en recherche d'emploi et peut-être que vous le serez encore après ce contrat-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette sensation et surtout de la manière dont votre âge a été perçu au cours de votre recherche d'emploi? Est-ce que ça a été est-ce que ça a été un atout d'ailleurs, puisque vous avez retrouvé un emploi? Est-ce que cette partie-là a pu jouer, ou est-ce que globalement vous pensez que l'âge vous dessert aujourd'hui encore? Alors les deux, effectivement. Donc je suis dans le recrutement depuis de nombreuses années. Je peux revenir sur ce que Laetitia disait. C'est vrai que les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques que nous en France, où on a des sociétés qui restent accrochées à leur bac+5. Et je sais que moi, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Le dernier poste que je viens de prendre, on m'a demandé mon diplôme qui date de 1987, je crois. So what? Quel intérêt? Alors, autant pour les débutants, je peux comprendre un diplôme certifié, ça veut dire un certain type de formation. Mais quand on travaille depuis des années, le diplôme, voilà, bref. Au-delà de ça, oui. Alors, moi, je suis dans le recrutement, j'ai cherché du travail aussi. J'ai été au chômage pendant quasiment un an, un petit peu plus d'un an, avant de retrouver très récemment un CDD. Alors, le senior, on a ces deux casquettes. On peut avoir la casquette du type, OK, couteau suisse, capable de plonger directement dans le poste et de prendre un poste à bras-le-corps, ce qui est effectivement aujourd'hui notre force. Et puis aussi le côté mais saura pas s'adapter, difficile à manager, ne maîtrise pas toutes les nouvelles fonctionnalités des outils, etc. Ce qui est souvent faux. Absolument. Parce que quand on a évolué avec nos métiers, qu'on se tient au courant comme tout un chacun. Moi, j'utilise Slack aussi bien que mes petites collaboratrices qui ont 26 ans. Je tape aussi vite, si ce n'est plus, sur un ordinateur. Je prends mes notes quand je fais des entretiens directement sur mon ordinateur, en faisant attention de ne pas avoir ça entre mon candidat et moi, mais maintenant en visio, ça pose plus de problème. Donc oui, en plus sur le métier que je fais aujourd'hui de recrutement spécifique, j'ai eu la sensation de me trouver face à des profils jeunes et qui recrutent vraiment quand même à leur image. Oui. C'est-à-dire que si on n'a pas 30, 35 ans, si on n'est pas, je ne sais pas, utiliser des termes yo, comment tu vas, etc., on est forcément dépassé. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Là, donc, je viens d'être recrutée pour un CDD, pour aider à avancer sur des recrutements. Et quelque part, je me dis, c'est bien d'avoir un peu de bouteille, parce que il n'y avait pas encore les locaux. Puis bon, avec le confinement, on m'a donné mon laptop et puis je suis rentrée chez moi et j'ai sauté à pieds joints dans le grand bain et sans bouée. Donc, et puis je me suis débrouillée en posant les bonnes questions, certes, mais certainement mieux, oui, je l'assume, que quelqu'un avec 3, 4, 5 ans d'expérience qui pourrait effectivement être moins cher, sachant que forcément, il y a un moment où, quand on a dépassé 50 ans, on revoit ses prétentions. On est obligé, pour la plupart du temps, de revoir ses prétentions à la baisse.
Ouais. Ouais, ça, on va en reparler tout à l'heure. Jean-Marc, on est ravis de vous avoir récupéré. Quelle est votre analyse, vous, sur le recrutement des femmes à partir de 45-50 ans? Est-ce que vous m'entendez d'abord? Parce que j'ai une Très connexion qui est assez Oui, instable. très bien. Je vous prie Oui, d'excuser, je vous mais entends très bien. ma connexion était assez instable jusqu'à présent, donc j'ai pas tout entendu. Non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être une proposition d'abord un peu large. J'avais il y a 5 ans fait un travail pour le groupe Air Liquide, qui était confronté à une question assez simple, qui était de dire, jusqu'il y a quelques années encore, lorsque des gens de 56-57 ans venaient nous voir à la DRH, c'était pour nous dire, j'aimerais bien prendre ma retraite de façon anticipée à 60 ans, etc. Bon. Et maintenant, quand les gens de 57-58 ans viennent nous voir, c'est pour nous dire, j'aimerais bien travailler jusqu'à 64-65 ans et en tout cas pas partir à 60. Et donc la question du groupe, c'était de se dire, évidemment, ça va avoir un impact assez fort sur notre pyramide des âges. Et puis, est-ce qu'on peut leur proposer des aménagements particuliers? Est-ce qu'il y a lieu de le faire, etc. Et on avait fait une étude en s'intéressant particulièrement à ce qui se passait en Amérique du Nord et à ce qui se passait aussi en Europe du Nord. Donc, pour voir quelles étaient les approches de ces marchés de la question des seniors. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'en dehors de tâches qui demandent une force physique particulière ou des aptitudes physiques, de fatigabilité, etc., spécifiques, il n'y a aucune différence de contribution entre des gens de 35 ans et des gens de 55, et que en réalité, à condition d'accepter le fait qu'ils sont aussi contributifs que les autres, les choses se passent très bien. Bon. Et notamment, ce qu'on voit les uns et les autres, c'est que quand on n'a pas les aptitudes immédiates requises pour une fonction, on s'adapte pour les acquérir. Et les gens qui sont par exemple plus âgés ont une capacité à être plus efficaces et à moins perdre de temps dans leur travail que des gens plus jeunes, parce que d'abord, ils ont pas envie de perdre trop de temps à faire des choses qu'ils peuvent faire plus aisément, et qu'en réalité, généralement, il y a moins d'absentéisme, il y a une implication au travail qui est forte, les gens plus âgés sont moins à chercher de nouveaux jobs quand ils sont en poste que des gens plus jeunes, et qu'en réalité, à condition d'aménager le mindset de l'ensemble des collaborateurs, il n'y avait pas de difficulté particulière. Au contraire, s'agissant des femmes de plus de 50 ans, j'ai entendu quelques éléments qui ont été dits à l'instant. Moi, les recommandations que je fais aux gens de 50 ans, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est de monter dans des jobs et de monter dans des projets sans attendre qu'arrive le CDI ou le CDD ou je ne sais pas quoi. En réalité, il me semble qu'il faut essayer de garder un bon jeu de jambes et c'est en travaillant sur des missions même courtes, même qu'on peut à un moment donné imaginer comme pas aussi qualifié qu'on le souhaiterait, qu'on arrive à se maintenir dans le marché du travail, à rencontrer des gens et à saisir des opportunités. Voilà. Donc, ouais. Et ça, on va en reparler des solutions. Alors après, la barrière psychologique des 50 ans, probablement, et je rejoins ce qui a été dit sur ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, même dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on a le sentiment en France qu'il y a une espèce de frontière invisible entre les âges et qu'on a du mal à solliciter des gens plus jeunes. C'est probablement vrai. J'observe aussi parmi mes clients beaucoup de gens qui sont attentifs à la question de la diversité, à la question de la parité, et qui sont assez ouverts à l'idée de recruter des gens plutôt seniors. Ce que j'observe quand même, et je ne veux pas passer pour le provocateur de service, c'est qu'il y a une forme d'inquiétude qui est plus manifeste chez les femmes de plus de 50 ans, inquiétude à l'idée de pouvoir retrouver du travail que chez les hommes, et que c'est probablement un facteur qui freine un peu, qui fait une forme d'appréhension et qui est lisible par les recruteurs ou par les gens d'entreprise. Mais moi, je travaille avec des femmes de plus de 50 ans qui sont mes clientes, qui sont même pour certaines proches de 60 ou au-delà de 60, et je ne sens pas du tout dans leur psychologie, dans leur comportement, l'existence d'une barrière, même non écrite. Vous voyez, je ressens pas ça. Alors si justement, c'est intéressant. Oui. Sophie, juste dans le panel, parce que je pense que tu vas rebondir dessus, mais nous, notre panel, on n'arrive même pas à voir les entretiens. On fait comment? On n'arrive pas à voir les entretiens.
Alors ça, on va y venir sur les entretiens. Oui. Et moi, j'aimerais bien, avant qu'on passe à la manière, et ça sera l'objet de notre prochaine question, comment on ouvre la porte du premier rendez-vous. Moi, je voudrais avoir l'expérience et le retour d'Isabelle spécifiquement sur quels ont été les stéréotypes à l'œuvre, d'après vous, Isabelle, qui ont fait que c'est si compliqué. Alors, je postule activement. J'ai accepté des missions en freelance, hein, toujours comme l'a dit Jean-Marc, pour rester dans le bain, être active, m'ouvrir l'esprit, comme dire, entretenir le jeu de jambes. Je suis mobile, hein, j'ai changé de région pour réaliser ces missions. Décrocher un entretien lorsqu'on répond à une annonce, c'est extrêmement compliqué. Et je suis persévérante, parce que quand je coche les cases et qu'on me dit non merci, je renvoie la balle en disant pourquoi. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça excite un petit peu les recruteurs. Je les ai, je suis tombée. Mais alors 9 fois sur 10, hein, là je parle d'une dizaine de relances, sur des personnes manifestement débutantes, très jeunes, qui m'ont expliqué que on voulait bien vérifier que vous ayez bien compris les enjeux du poste. Alors manifestement, c'était le cas. Pas de rappel après, ou alors des excuses bidons, vous nous avez des prétentions salariales, on n'est même pas arrivé là, hein, je veux dire, trop élevé, trop ceci, ou alors vous avez un parcours trop proche de celui du dirigeant d'entreprise, ça pourrait ne pas aller. Alors, il y a des choses qui peuvent s'entendre, mais encore une fois, j'estime que la difficulté, c'est déjà d'obtenir ces rendez-vous, d'avoir un interlocuteur, hein, de visu. Après, un recrutement, et j'ai été recruteur, c'est toujours une question de fit, d'enthousiasme, et de voir si la personne, effectivement, va pouvoir s'inscrire dans la démarche de l'entreprise, dans son histoire, dans sa culture, etc. Mais ouvrir cette première porte est vraiment extrêmement compliqué. Moi, je mets pas mon nom, je mets une photo, mais je mets pas mon âge. On le devine parce que de toute façon, il suffit de regarder l'expérience. Quand les recruteurs vous le demandent, je ne cache pas ma date de naissance, je trouve que ça sert à rien, mais je vois qu'il y a quand même d'accord. Je suis désolée, hein, on est parti pour travailler au moins jusqu'à 67 ans, hein, si j'en crois les dernières annonces du gouvernement. C'est pas demain. Cette valeur ajoutée des seniors, elle n'est pas perçue malheureusement par nombre de recruteurs. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de quelques-uns, sauf qu'on vous explique que c'est souvent un marché caché. Alors, il faut y avoir accès, on peut essayer de se débrouiller par relationnel, etc. Mais de toute façon, tant que les entreprises mettront comme symbole, afficheront une moyenne d'âge jeune en disant ça c'est un plus, ou vous regardez, on est une entreprise jeune, je trouve que ça ne va pas permettre vraiment, j'allais dire, de calmer le jeu et d'avoir un esprit apaisé, ne pas créer de conflit intergénérationnel, hein, parce que c'est un petit peu vers ça qu'on va en ce moment quand même. C'est de trouver des principes en disant l'expérience a une valeur. Hein, moi, j'en dis souvent, quel est l'âge moyen d'un responsable de mission spatiale aux États-Unis? Il n'a pas 35 ans, il n'a pas 45 ans. Ils sont plus autour de 55, 57 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce sont des gens calmes, responsables, posés, avec de l'expérience, qui ont suffisamment de recul pour prendre les bonnes décisions. Pourquoi cela ne s'appliquerait pas dans les entreprises? Parce que c'est vrai qu'on est tous passés par là. Hein. Il y a la mode du jeunisme, on confond jeunisme, jeune, dynamisme, compétence. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein, et que ce soit homme ou femme, je pense que c'est exactement le même combat. On ne devient pas obsolète tout à coup parce qu'on a 45 ans. Mais il suffit d'entendre les RH en disant même à partir de 45 ans, vous êtes traité de senior en entreprise. Ouais, bon, d'accord. Mais alors, comment on appelle ceux qui approchent la soixantaine et comment on va baptiser ceux qui vont approcher les fameux 67 ans, âge de la retraite officielle pour nombre de gens nés dans la même période, c'est-à-dire fin des années 65, 70 que moi. Ce premier entretien, il est extrêmement compliqué à décrocher. Ouais, on va en reparler, Isabelle, du premier entretien, mais avant, je voudrais qu'on continue sur les stéréotypes à l'œuvre, et notamment avec vous, Alexandra, vous qui bossez dans une entreprise de formation en ligne. Hein, il y a quand même un stéréotype qui est très classique et qui revient souvent, c'est que les plus de 50 ans seraient inaptes à l'utilisation des outils numériques. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous faire part de votre expérience? Alors, déjà, je voudrais quand même préciser que la société dans laquelle je travaille actuellement parle de diversité et l'applique aussi bien, sur tout type de collaborateurs. Et j'ai pu, pour une
pour une scale-up, ils croisaient quelques seniors. Je ne suis pas la seule à avoir des cheveux blancs. Donc, je me dis parce que généralement, la diversité, on oublie l'âge. Hein. La diversité se fait rarement au niveau des seniors. Ouais. Là, tu sais pas forcément. Donc, non, enfin, après, oui, j'ai croisé des seniors qui sont complètement paumés, Slack connaissent pas, Trello ils connaissent pas, mais c'est parce que là aussi, charge à nous de continuer à apprendre ce qu'on peut oublier de faire parfois. Donc, je pense que se tenir au courant, continuer à apprendre, c'est essentiel. Ouais, ça c'est absolument certain et vous le démontrez. Et Laetitia, quand on a préparé cet entretien, on a également évoqué le fait que l'emploi des plus de 50 ans était perçu très différemment selon qu'on soit un homme et une femme, parce que les femmes sont aussi jugées sur leur apparence physique, alors que pour les hommes, c'est rarement le cas, ou en tout cas beaucoup moins souvent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, oui, quand je parle d'apparence physique, c'est pas le fait d'être belle, jolie. Non, bien sûr, hein, on est d'accord. Avec ça. Non, mais soyons clairs. Hein, oui, vous avez raison. C'est pas obligatoire d'être ravissante ou une star pour pouvoir être attractive. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on a affaire à des recruteurs, que ce soit des cabinets de recrutement ou en interne dans les entreprises, la représentation de la femme, c'est une représentation comme ça, c'est inconscient, mais c'est une représentation d'une femme jeune, qu'elle soit belle ou pas belle, peu importe, jeune, dynamique, voilà, pas forcément 19 ans non plus, mais relativement jeune. Et le modèle des femmes d'un certain âge, en réalité, ça n'existe pas. Et donc, ça n'existe pas dans l'imaginaire collectif. Et donc, si on a affaire à des recruteurs qui ont une trentaine d'années, une femme senior, c'est leur mère. Ouais. Ils ont envie de recruter leur mère. Et c'est pas forcément qu'ils n'y pensent pas. Hein. C'est juste que la première représentation qu'ils ont, c'est l'âge de leur mère, et leur mère, elle est bientôt à la retraite, en fait. Donc, finalement, c'est pas assez long. On est toujours dans ça. Hein, 60 ans, c'est l'âge pivot, on part à la retraite. Or, ce n'est plus vrai du tout. Chez un homme, on n'a pas cette représentation, parce que dans les pubs, on a des tempes grisonnantes qui sont, ma foi, fort séduisantes. Et donc, un homme d'un certain âge, un homme mûr, au contraire, c'est rassurant, c'est posé, ça prend des responsabilités, il y a encore un peu de testostérone, mais un peu moins, etc. Non, mais ça compte dans l'imaginaire collectif. Bien sûr. On n'a pas regarde Jean-Marc. Nous, on est vieille. Nous, on est vieille et on n'est pas belle. Et alors, quand ce sont des recruteurs hommes, le fait d'avoir un certain âge, des recruteurs femmes, pardon, les femmes d'un certain âge sont un miroir qu'elles n'ont pas forcément envie de regarder comme ça, aussi. Et donc, c'est plutôt des représentations que des stéréotypes, c'est des choses qu'on a inconsciemment dans sa tête, tous. Et je pense que si on regarde, on les a tous. Et c'est vrai pour le recrutement, mais c'est vrai aussi pour bien d'autres choses dans les entreprises, et notamment pour les gens qui doivent partir lors de PSE, par exemple. Bon, on a effectivement les critères de points, des choses comme ça, mais quand on doit s'occuper de personnes, on dit non, mais elle ou lui, alors pour le coup, oh non, mais il a 57 ans ou 58 ans, mais c'est bon, il est proche de la retraite, c'est bon. Or non. Et donc, en fait, on ne s'occupe pas des vieux. Alors, je vais dire vieux, hein, c'est un mot tabou, mais en fait, c'est ça. Dans les boîtes, parce qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Et donc, on n'en fait pas rentrer parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de modèle. Et comme disait Jean-Marc, c'est tout à fait vrai quand on est en interne, au RH. Les gens venaient nous voir, effectivement, à 57, 58 ans pour partir à la retraite. Aujourd'hui, ils veulent changer de job. Mais le management ne les regarde toujours pas comme des gens à potentiel. Et il y a des programmes qui sont mis en place sur le mentorat, les choses comme ça, on verra tout à l'heure, mais la représentation qu'on a des personnes d'un certain âge, et notamment des femmes, pas que, mais notamment des femmes, c'est moment, quoi.
Oui, il y a une question qui est une représentation qui va d'ailleurs au-delà du recrutement, qui est une représentation globale des femmes dans la société, puisqu'on a bien vu, et je fais juste un aparté, pour dire qu'il y a une commission d'actrices qui s'est montée pour justement dénoncer cette représentation des femmes de 50 ans qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on passe de la cadra à la grand-mère. Et donc, cette représentation n'existant pas dans la société, elle devient carrément un obstacle quand on parle de recrutement. Alors, maintenant, la question est… Oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que je voudrais parler des recrutements et des carrières des femmes qui ne sont pas des femmes cadres ou des femmes un peu avec des postes qualifiés. Parce que malheureusement, ou heureusement, il n'y a pas que celles-là qui rencontrent des difficultés. Et les femmes qui ont dans des métiers qui sont un peu manuels ou qui sont un peu physiques, qui demandent une présence physique sur quelque chose, les stéréotypes, je pense, sont encore pires. Il ne s'agit pas d'être jolie ou pas jolie, ou d'avoir des rides ou pas de rides, mais l'idée qu'on a de la femme, au-delà de, alors là pour le coup 45 ans, oui, c'est elle est faible et elle va tenir le coup. Elle va être fatiguée. Parce qu'on a une allure plus fatiguée. Physiquement, on a une allure plus fatiguée qu'un homme du même âge. Et que physiquement, la représentation est que une femme, à partir de 50 ans, elle est crevée et donc elle ne va pas pouvoir faire, je ne sais pas, un travail à l'usine ou un travail à la caisse ou en magasin ou je ne sais où. Et donc, il vaut mieux prendre un homme. Alors, très concrètement, là, on va aborder la partie très, très concrète de ce webinaire après avoir un peu fait le listing des obstacles et des qualités des femmes de cette génération. Surtout qu'on a beaucoup de questions, Sophie. Ouais. Comment on ouvre la porte du premier recrutement, Jean-Marc, comment on fait très concrètement, comment on décroche ce premier rendez-vous? Je crois que vous faites partie des solutions, c'est-à-dire les réseaux. Je pense qu'il y a beaucoup de réseaux de femmes qui sont peut-être pas en entreprise, qui sont peut-être pas sensibilisées à la dimension de ce qui se passe dans les processus de recrutement. Elles s'occupent souvent, et à juste titre d'ailleurs, du développement des carrières des femmes dans l'entreprise où elles sont elles-mêmes salariées. Il me semble que peut-être faudrait-il les alerter davantage, mais je ne sais pas si vous le faites, sur le travail qu'elles pourraient faire auprès des équipes de recrutement et du management pour favoriser les candidatures féminines, ou en tout cas pour faire en sorte que les candidatures féminines soient considérées et traitées au même titre que les autres. Donc je ne sais pas ce que vous faites en la matière, mais je connais beaucoup de grands groupes dans lesquels maintenant ce type d'association existe et fonctionne très bien. Donc c'est à mon avis une piste à creuser. Il y en a évidemment d'autres. Il y a les réseaux personnels, il y a les réseaux des amis de son conjoint ou de ses propres amis hommes qui peuvent eux aussi progressivement être sensibilisés à cette dimension et faire savoir des choses dans leur propre entreprise, ou en tout cas être des agents de recrutement un petit peu différents si la culture ambiante n'est pas favorable aux candidatures d'entreprise de femmes. Donc je pense qu'il y a évidemment répondre à une annonce, on ne peut pas faire d'emblée changer l'état d'esprit des recruteurs. Je me souviens qu'il y a eu quand même il y a quelque temps un travail qui a été fait sur les CV anonymes et un travail qui a été fait par des associations qui envoyaient à compétences égales des CV masculins et féminins et des CV je dirais, de minorités ethniques, je ne sais pas comment on dit en France aujourd'hui, en tout cas de personnes qui portaient des noms qui n'étaient pas des noms bleu, blanc, rouge au sens classique du terme. Et ils avaient remonté un certain nombre de choses aux entreprises pour les alerter sur les biais de recrutement qu'elles avaient de façon consciente ou inconsciente. Il me semble que c'est une très bonne façon là aussi de faire avancer les choses. Je crois qu'il y a une assoce qui s'appelle la compétence égale. Enfin, il y a des choses comme ça. Vous pourriez aussi imaginer d'attirer des recruteurs sur les biais de recrutement en leur envoyant des CV qui sont des CV, je dirais, de personnes de compétences tout à fait égales, hommes et femmes, pour attirer leur attention sur ce point. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de petits leviers et de grands leviers à actionner en même temps. Il n'y a pas un levier, à mon sens, qui fait la différence et qui, à lui seul, résoudrait tous les problèmes. Je voudrais revenir sur ce que disait Laetitia juste une seconde pour évoquer le fait qu'en France, effectivement, en 1981, on a mis en place les premières
les premières, ce qu'on appelait les contrats emploi solidarité, et on mettait des gens en retraite à 55 ans, et que pendant pratiquement 40 ans en France, on a considéré qu'à 55 ans, on était en fin de carrière, et qu'à 60 ans, on était nécessairement en retraite. On est probablement le seul pays en Europe à avoir mené ces politiques aussi longtemps et aussi loin, ce qui fait que effectivement, les gens sont seniors à 45 ans, ce qui est totalement absurde. Dans la loi, ils sont par ailleurs, pardon. Dans la oui, loi. c'est ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais la loi déjà pourrait changer, parce que mettre les gens seniors à 45 ans, c'est 60 ans, je veux dire, senior. C'est pas 45 ans. Donc, il y a tout. Au-delà de ça, c'est que l'efficacité d'un collaborateur en entreprise est estimée entre 30 ans, concernant les très jeunes, et entre 45 ans. C'est-à-dire que toute la gamme de collaborateurs de 30 à 45 sont surchargés de boulot, et c'est des gens qui vont au burn-out, et avant, on donne pas de responsabilité, et après, on est trop vieux ou trop fatigué. Si je Non, peux probablement, mais j'ai des tas d'exemples contraires. Oui. J'ai des tas d'exemples. Si je peux me permettre, moi, quand on a préparé avec Sophie ce webinaire, moi j'avais surtout l'impression, et j'ai encore vu hier l'illustration, qu'à partir de 45 ans, les femmes n'existent plus. Je regardais hier Engie communiquer sur la diversité dans l'entreprise, et sans targuer, hein, il y avait des posts dans LinkedIn dans tous les sens. La diversité chez eux, c'était gay ou pas gay et de couleur. Ce n'était pas lié à femme, et ce n'était pas lié à âge. C'était ça la diversité. Pourquoi ? Parce que c'est moderne, c'est fun, et ça fait vendre, et ça fait passer dans les journaux. Nous, les vieilles de 45 ans, on fait passer dans aucun journal, mais tout le monde s'en fout. On est oublié. Alors peut-être, oui, alors juste avant de passer la parole à Isabelle, très concrètement, moi, demain, je veux postuler. Quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Quelle lettre de motivation et quel CV je dois faire pour avoir espéré décrocher un rendez-vous. Est-ce qu'il y a des erreurs rédhibitoires fatales ? On va être très concret là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'on parle effectivement de réseautage, etc. Ça, c'est dans le temps. Quand vous vous retrouvez sans boulot, vous luttez contre un sablier. Je suis désolée de le dire, c'est aussi abrupt que ça. Donc, vous luttez. Si le jour où vous en... Et moi, je viens d'excuser mes droits là, au 22 octobre, c'est pas de bonne guerre. Ça fait paniquer. Donc, si vous voulez refaire toute la mentalité des recruteurs en un temps record, enfin, je veux dire, c'est un travail de longue haleine, il faut s'y mettre, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais aujourd'hui, quand on doit retrouver un poste ou une mission, même temporaire, on est dans une autre dimension. Et c'est obtenir ce fichu premier entretien pour essayer de tenter d'expliquer son parcours et en quoi on peut avoir le fit avec tel ou tel poste et telle ou telle entreprise, même pour une mission de courte durée. Je dirais, il n'y a pas de CV magique. Alors, j'ai suivi le programme Boost Me Up d'Amélie et Femmes, qui est génial, qui vous remet le pied à l'étrier, qui vous fait réfléchir au marketing de soi, à faire son SWOT personnel, à des tas de choses techniques. J'ai refait mon CV dans tous les sens. Alors oui, l'erreur, vous faites un CV le plus beau, vous mettez de la couleur parce que c'est à la mode, et je suis désolée, il faut faire jeune, donc vous les mettez, vous faites quelque chose par compétence, son âge, il va être deviné, il ne faudra pas le cacher parce que c'est stupide, hein, c'est presque tout, on vend un parcours, une expérience, des compétences, il n'y a rien à cacher, je dirais, de ce côté-là. Il faut reprendre dans le libellé du CV exactement le lettré, le nom même du poste auquel vous postulez. Et surtout mettre en avant un maximum de compétences transverses pour expliquer que si vous voulez de tel univers, eh bien, vous avez la capacité, vu votre expérience, votre maturité personnelle, de transposer un certain nombre de compétences dans de nouvelles missions, dans un nouvel environnement auquel vous êtes susceptible de vous adapter rapidement. Alors, ceci étant dit, effectivement, il y a tous les systèmes informatiques qui vont classer les mots-clés, etc. On peut en trouver, hein, il y aura des tas de choses. Mais ça, c'est le cas où vous répondez à une annonce. Ensuite, pour les candidatures spontanées, je pense qu'il faut interpeller directement les opérationnels et les repérer sur LinkedIn. Les RH sont débordés, les sites Talentsoft, les grands groupes, vous les oubliez, on a plus un profil à intéresser de manière générale des PME ou des ETI, où effectivement, pour aller plus vite, un profil senior, plus expérimenté, voilà. Ce qui est dommage, il faudrait trouver un autre mot aussi pour senior qui est très très proche du mot sénile, hein, c'est un peu ça hein, dans notre... et senior veut dire monsieur en plus. C'est absolument terrifiant.
Et puis, il faut sensibiliser les recruteurs, j'allais dire, à cette tranche d'âge. Parce que quoi qu'on dise, quand on les chatouille un petit peu, ils vous disent « Ah ben non, mon client veut quelqu'un comme ça ». Mais tout le monde veut dire, attendez, vous cherchez des compétences, vous ne recrutez pas une blonde, un brun, un barbu, un moustachu, enfin voilà, ce sont des compétences. Et ça, quand des recruteurs arrivent à le dire parce qu'ils ont la pression du client, c'est aussi un travail du recruteur à sensibiliser sur la problématique des seniors et ce qui est vraiment leur besoin. Avoir des gens compétents rapidement en interne ou pas. Moi, je voudrais rajouter quelque chose qui est que quand on est dans un marché de l'emploi qui est tendu comme aujourd'hui, c'est-à-dire où il y a pléthore de candidats, où il y a beaucoup de chômage, voilà, c'est ça qu'on va dire, hein, effectivement, probablement, ça aggrave le fait que certains profils trouvent plus difficilement du boulot que d'autres, puisque les employeurs ont le choix. Dans des secteurs d'activité dans lesquels on a des compétences un peu rares, alors l'âge n'est plus un critère, ni le genre d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est aussi intéressant quand on fait son CV et qu'on appartient à une certaine catégorie professionnelle ou à un certain type de métier ou de secteur d'activité, de bien considérer ce point-là, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de candidats, la concurrence est rude et elle ne vient pas en faveur des personnes un peu plus mûres. Si les compétences sont rares, moins. Et puis, il y a un deuxième point aussi que je voudrais souligner, qui est les secteurs d'activité aiment la consanguinité. Oui. Et donc, il est très difficile de passer d'un secteur à l'autre. C'est comme ça. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et quand on cherche du boulot, je crois qu'il faut le considérer et essayer de taper là où on est clonable, c'est-à-dire là où on ressemble le plus. Ouais. Et dernier point, peut-être un petit peu plus optimiste, il y a des secteurs d'activité qui recrutent indifféremment des hommes et des femmes et indifféremment des hommes et des femmes de n'importe quel. Lesquels, par exemple dans l'industrie pharmaceutique. Je n'ai jamais constaté de ma vie, et elle commence à être longue parce que je suis aussi assez senior, je n'ai jamais constaté aucune barrière à l'emploi pour les femmes, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de femmes, et ni à l'âge. Ça, c'était aux États-Unis ou c'était non, en France, tout confondu? Ouais. Pour y avoir travaillé, oui, je suis d'accord. Non, en France, et en revanche, c'est un secteur dans lequel il y a une consanguinité parfaite, c'est-à-dire que personne ne vient d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est vrai. Donc, il y a quand même ça. Il y a la consanguinité, la tension du marché, et puis certains secteurs quand même. Et donc, quand on cible une recherche d'emploi, je crois qu'il faut bien considérer ça quand même, et du coup, adapter, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais adapter sa recherche avec ces critères-là également. Quand on a préparé ce webinaire, Alexandra, on avait parlé du fait que parfois, et souvent, on se retrouve face à un recruteur qui est de la génération Y. Et qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien que vous nous racontiez ce que vous m'avez dit au sujet du recruteur qui refusait d'engager des personnes nées avant 1986. Oui, c'était peut-être même 83. J'ai retrouvé le mail, en fait. Ouais. J'avais approché directement, c'était pas un recruteur, je pense que via LinkedIn, un poste qui m'intéressait vraiment, une start-up qui était en train de passer un certain cap et qui avait besoin de quelqu'un pour faire du recrutement et éventuellement quelques missions RH. Donc, j'avais contacté directement le fondateur qui était assez jeune. Je ne sais pas vous dire quel âge il a parce que j'essaye de ne pas rentrer dans ce stéréotype. Il est jeune, je suis vieille. Voilà, on était sur de la compétence et je lui avais fait un petit mail sur LinkedIn et j'ai eu le droit à « Bonjour Alexandra, pour être honnête, sur nos 450 collaborateurs, donc c'était plus une start-up, on était sur une grosse flotte. Tous les recrutements de personnes de plus de 35 ans ont été des échecs. » Alors déjà, 35 ans, on part de loin. Nous avons essayé de comprendre la cause de ces échecs et nous sommes arrivés à ces considérations. D'une part, les seniors ont des compétences Internet en plus,
insuffisante par rapport à nos attentes. Internet, on ne parle même pas d'autre chose, mais bref, c'est écrit, hein, c'est écrit, c'est gravé. D'autre part, leurs attentes salariales sont éloignées de notre réalité, sachant que je n'avais même pas mentionné mon salaire, donc je ne savais même pas combien je pouvais souhaiter. Je m'efforce donc de me concentrer sur les candidats nés après 1983. J'ai bien conscience que cette réponse n'est pas satisfaisante, mais l'humain est un sujet trop important pour reproduire nos erreurs passées. J'ai eu envie de lui répondre que c'était 10 ans avec un bon avocat, ce genre de réponse à l'écrit. Je lui ai simplement dit que si, au contraire, peut-être devrait-il embaucher des profils expérimentés pour lui éviter d'écrire ce genre de bêtises, et que le jour où il aurait lui-même une cinquantaine d'années, je ne lui souhaitais pas de tomber sur des personnes telles que lui. Donc, je pense qu'il s'est rendu compte de la bêtise, je reste poli, qu'il avait faite. Pour info, j'ai quand même alerté le défenseur des droits, qui à l'époque m'a répondu qu'il ne voyait pas en quoi il y avait discrimination sur ce type de mail. Et c'est là où on se dit qu'effectivement, la discrimination raciale, elle existe et on ne va pas la nier. Elle est atroce et on ne va pas la nier. Mais la discrimination liée à l'âge n'est absolument pas rentrée dans les esprits en France. Si je peux me permettre, on a reçu lors du premier webinaire, tu te rappelles, Sophie, le haut commissaire à l'intégration, enfin bon, il était à l'inclusion. À l'inclusion, voilà. Il était censé s'occuper des personnes d'un âge certain ou d'un certain âge. Et au bout de 6 mois, on a changé le titre de son poste. J'ai fait la remarque à Sophie. Et le mot inclusion avait disparu au profit de handicap. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'ont même pas trouvé de solution pour nous. Et ça y est, hop, voilà. Alors là, c'était hommes et femmes confondus dont ils s'occupaient. Mais voilà, au bout de 6 mois, trop compliqué là, ce secteur-là. On va revenir sur le handicap parce que ça fait quand même un peu pleurer dans les chaumières. Donc voilà, ça c'était notre petite expérience avec Thibaut de Guilly, à qui on a dit mais on peut vous envoyer des propositions, des informations. Nous, on a tout un chat avec des super Simone qui nous donnent plein de bonnes idées. On peut, oui, envoyez-nous-le. Il n'a jamais répondu à nos sollicitations. Donc ça, c'est clair. Quelqu'un qui nous a dit mais il faut saisir les politiques. Les politiques, ils s'en foutent de nous. Ils veulent qu'on travaille, mais voilà. Jean-Marc, je voudrais qu'on reparle d'un élément que vous avez soulevé quand on s'est entretenu pour la préparation du webinaire. Vous disiez que les CV étaient trop souvent descriptifs. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus, parce que je trouvais que c'était une remarque intéressante. Oui, je suis vraiment confus. J'ai un problème de stabilité qui m'empêche de tout entendre. On vous donne la parole puisque vous êtes là. Alors, effectivement, ce que j'observe, c'est que les CV, on fait des espèces de job description au sens le plus desséché du terme, alors que je crois qu'il est plus intéressant qu'on s'adresse à quelqu'un qui ne vous connaît pas, de mieux dire ce à quoi vous avez contribué, sans faire nécessairement sans tenir des propos extraordinairement laudatifs, mais donner une idée de concret des missions que vous avez menées, que nous avons menées d'ailleurs, parce que souvent on dit, ben voilà, j'avais X personnes dans mon service, un budget de temps, je m'occupais de ça, etc., etc., et puis on n'en sait pas davantage. Et il me semble là aussi qu'il faut en donner à lire davantage aux gens sans pour autant faire des pages et des pages, mais dire, voilà, j'étais en charge de ça, notre objectif c'était d'arriver à ça, ou c'était dans un cadre d'une transformation du service, ou dans le cadre d'une montée en volume des prestations, ou de changement de la qualité de nos produits, ou que sais-je. Mais dire, voilà, voilà quelle a été ma contribution particulière, et en quoi nous avons réussi cet objectif. Est-ce qu'on est arrivé à 100%, 80%, peu importe, mais je trouve que c'est intéressant et important de donner à comprendre. D'ailleurs, quand moi je fais du recrutement, j'en fais assez peu parce que j'en fais que auprès de mes clients sur les stratégies RH et sur des sujets RH. Je ne répète pas le CV des gens, ce qui n'a aucune valeur ajoutée. J'essaye de dire, voilà, dans cette expérience-là, cette personne, elle a globalement fait ça et elle a appris ça, et elle peut aujourd'hui considérer que cette étape, elle l'a franchie. Ce qui est beaucoup plus parlant de mon point de vue qu'un simple énoncé de fonctionnalité de job qui finalement communique assez peu sur ce que vous êtes. Et alors, je sais bien que
c'est difficile d'en dire trop sur soi, mais on sait que c'est pas productif si on n'en dit pas assez. Et puis on sait que si on s'expose trop de façon un peu militante, on a des chances de se faire sortir, etc., etc. Donc, mais peut-être qu'on peut essayer plusieurs types de choses. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous a déjà envoyé un CV, son CV en le masculinisant, pour voir s'il y avait une différence? Oh non. Non, je me refuse clairement à faire ça parce que d'abord, je pense que masquer l'âge, c'est ridicule parce qu'un bon recruteur, il est capable de le voir, à moins de retirer les expériences de début de carrière. Et pour ça, il faut espérer pas avoir fait 15 ans dans la même boîte. Et puis, mettre Alexandre au lieu d'Alexandra, non, non. Je rebondis sur masculinisant. Souvent, la définition de poste, c'est directeur, hein, mais pas quand vous répondez. Enfin, voilà, les offres de mission, c'est rarement mis au féminin, même avec parfois maintenant l'écriture inclusive. Donc, si l'offre indique directeur commercial, par exemple, moi, je mets en tête de CV directeur commercial. J'ai pas envie qu'un moindre algorithme me vire parce que j'aurais pas répondu exactement sur le type de définition du poste en question. Voilà, c'est la touche masculinisation quand je vois qu'il y a quelque chose en effet de ce type-là. Laetitia, comment on déjoue les algorithmes en matière de recrutement? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Non, enfin, oui, c'est possible, comme le dit Isabelle, il faut faire attention aux mots-clés, etc. Mais moi, je suis un peu d'accord avec Jean-Marc, il faut éviter la liste à l'après-vert de ce qu'on a fait en 1985, etc. Parce que, bon, là, c'est rédhibitoire. Moi, je trouve qu'on peut enlever des expériences passées. Évidemment, si on est resté 15 ans dans la même boîte, c'est embêtant, mais on n'a pas besoin non plus de lister nos expériences. On peut avoir comment dire, plutôt par compétence, etc. Mais ça, c'est des formes tout à fait modernes de CV que presque tout le monde fait. Hein. Non. Non. On reste beaucoup sur de l'antéchronologique. Par contre, les premiers postes, il suffit de les noter. De telle date à telle date, les noms d'entreprise, le poste sont développés et faire le focus sur les dernières expériences. Oui, moi j'enlève, enfin, si j'avais à chercher du travail, ce qui n'est pas le cas, mais si j'avais à chercher du travail, j'enlèverais la date de mes diplômes, parce que là, ça marque l'âge inéluctable. Et puis, j'enlèverais les premières expériences. Mais je n'ai pas à chercher de boulot, donc je ne sais pas. Je ne le fais donc pas. Mais je crois que les algorithmes, il n'y a pas beaucoup de choses pour les déjouer, à part, effectivement, comme dit Isabelle, coller complètement au terme de l'annonce. Et voilà, après le reste, il faut avoir le premier rendez-vous. Ouais. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut, par exemple, envisager, dans la quête où le CDI serait absolument le Graal, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut y accéder différemment en acceptant des missions courtes, avec peut-être l'espoir de se faire engager ou de décrocher derrière autre chose? Est-ce qu'il faut se positionner en tant qu'indépendante et être engagée à ce titre-là? Est-ce que ce type de stratégie est payante et est-ce que ça fonctionne? Moi, je pense qu'il ne faut rien refuser du tout. Alors là, il faut vraiment tout saisir. Il n'y a aucune forme de travail qui soit moins bonne qu'une autre. Oui. C'est encore dans l'imaginaire collectif le Graal, mais je peux rappeler quand même qu'un CDI n'a indéterminé que la détermination effectivement de son statut, parce qu'une entreprise ne peut pas garantir un emploi à vie. Tout à fait. Ça, c'est des visions de boomers, donc, dont nous sommes. Ou post-boomer, mais pas très loin. Donc ça, c'est des visions archaïques. Donc un CDI, c'est bien, mais c'est pas une garantie. Oui. Donc un CDD, c'est très bien aussi. Une mission, c'est très bien aussi. Oui. Attention au syndrome du consultant, du vieux consultant qui fait ça parce qu'il n'a pas trouvé de boulot. C'est une image pas géniale pour entrer dans une entreprise. En revanche, si vous êtes consultant parce que vous avez vraiment envie d'être consultant avec des missions valorisantes et valorisables, c'est tout à fait vendable aussi. On accepte aujourd'hui beaucoup plus, et les jeunes recruteurs l'acceptent beaucoup plus, les CV un peu atypiques, avec des expériences un peu atypiques. Et donc, il ne faut pas avoir d'autocensure. Et les gens seniors ont beaucoup d'autocensure parce qu'ils ont tellement peur de ne pas trouver qu'ils se limitent dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils acceptent en disant si j'accepte ça et qu'il y en a un autre qui me file sous le nez, etc.
pas de censure et surtout, je crois qu'il ne faut rien refuser. Ouais. Jean-Marc, Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut monter dans le train. Et il faut monter dans le train et on choisit son compartiment et sa place après. Donc, en réalité, multiplier des expériences, même courtes, ça n'a absolument rien d'infamant. Moi, j'ai conseillé récemment une femme qui est en train de signer un contrat, d'ailleurs, pas à cause de moi, mais je dirais que ça s'est fait dans une bonne dynamique. Elle cherchait un travail et elle avait fait des petites trucs de 3 mois, 6 mois, etc. Alors, à chaque fois, sur son CV, on voyait le nom de la société avec les dates, etc. Et la première lecture, c'était de dire, mais cette femme est totalement instable, en fait. Elle bouge d'entreprise tout le temps. Alors qu'au fond, elle revenait d'expatriation en Chine avec son mari, dire que depuis 1 an et demi, elle avait additionné des périodes courtes, mais qu'elle cherchait une mission, ça n'a absolument rien d'affamant. Et ça donnait tout de suite à son CV une autre dynamique. Moi, je pense qu'il faut accepter les trucs qui passent. On ne sait pas qui on peut rencontrer, on ne sait pas sur quelles opportunités on peut être mise. Et après tout, c'est ça qui donne souvent des possibilités. Et moi, je pense aussi qu'un CV, c'est un document commercial. C'est pas, je veux dire, c'est pas un registre d'état civil, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir que le 30 septembre, vous avez terminé ici et que vous avez commencé ailleurs le 1er octobre. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et au fond, évidemment, il ne faut pas mentir et dire des choses qui sont fausses parce que ça, même si ça se fait beaucoup, ça finit par vous rattraper. Mais on n'est pas besoin, on n'est pas tenu à une espèce de vérité contractuelle immédiate. C'est d'abord un outil de communication, un CV. Oui. Ça donne aux gens l'envie de vous rencontrer et ça sert à ça en fait. Hein. Et il me semble que ça. Excusez-moi, Jean-Marc, de vous couper. Mais est-ce que vous ne pensez pas, alors là, je me mets un peu côté maintenant entreprise et recruteur, que nous, on est dans une génération où on a connu le plein emploi et donc où maintenant on a du mal à comprendre que le marché du travail a évolué, que le fameux CDI, c'est quelque chose d'oublié, qu'on ne va plus passer toute notre vie dans la même entreprise comme auraient pu le faire nos parents et que techniquement, voilà, c'est comme si on était dans un précipice et que voilà, on ne sait pas trop et que donc on voudrait garder le même confort qu'on a eu dans le poste d'avant, on veut trouver exactement la même chose pour le même salaire avec les mêmes facilités de travail. Moi, j'entends souvent des gens d'un certain de nos âges, on va dire, qui disent « Ah non, mais moi maintenant, c'est mon dernier poste. Alors, j'ai 55 ans, j'ai 54 ans, 53 ans. Voilà, je rentre dans cette boîte, c'est mon dernier poste. » Mais comment peut-on s'imaginer que c'est son dernier poste, en réalité? Il peut durer 6 mois, il peut durer 15 ans, pourquoi pas, mais il peut durer 6 mois. Donc, il faut toujours être dans une dynamique. Le train, il avance, il continuera d'avancer. Et peut-être qu'à 65 ans et demi, on aura encore un poste, et puis encore un poste, et puis on verra bien, en fait. Et effectivement, on a cette vision du plein emploi, du CDI, où ma fille prend un CDI parce que quand même c'est mieux, tu seras plus tranquille, c'est plus sécurisant. Non, non, mais tout ça, c'est terminé. Et alors, j'ai une anecdote. Une fois, j'ai travaillé chez un de mes clients, et puis j'enquêtais auprès de l'ensemble des collaborateurs sur quelque chose. Et une femme relativement jeune m'a dit ah, mais vous comprenez, nos dirigeants, c'est des gens c'est des baby boomers, bon, c'est comme ça, ils ont 60 ans, 65 ans, et ils sont totalement persuadés de détenir la modernité absolue sous prétexte qu'ils ont fait mai 68. Et donc, nous, on en a marre. Et alors, c'est l'image qu'on a, même si en mai 68, on était assez petits, voire c'est l'image qu'on a. Et il faut aussi défaire cette image. Ouais. Moi, je dirais que les gens qui ont fait 1960, qui sont nés en 68, ont 52 ans aujourd'hui, si vous voulez. Donc, en réalité, on ne peut pas penser que… Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, Sophie. C'est-à-dire que cette idée que du CDI, ça fait, à mon avis, plus de 30 ans qu'elle a explosé, qu'elle a explosé en vol, que la structure de l'emploi n'est plus celle-là. Mais que c'est vrai, c'est peut-être réconfortant de se dire qu'on rentre dans une entreprise et qu'on va y passer sa vie, ses étapes, et qu'à 52 ans, on cherche une entreprise dans laquelle on va passer les 12 ou 13 prochaines années. Effectivement, le marché du travail est beaucoup plus ouvert que ça, et d'ailleurs, il y a des tas de gens qui sont dans des entreprises dont ils ont envie de partir parce qu'ils s'y ennuient depuis trop longtemps déjà. Donc, si vous voulez, tout ça est quand même plus contrasté. Et c'est vrai que peut-être que certaines personnes sont un peu bloquées avec l'idée d'une certaine, comment dire, mobilité professionnelle.
alors que c'est aussi pour une part ce qui rend notre expérience intéressante. Bien Donc, sûr. évidemment, et puis quand même, en France, faut pas oublier, même si notre système a des limites, que le parachute des ACDIC est quand même un parachute assez important. Donc, on n'est pas non plus dans la situation qui se passe en Grande-Bretagne où, au bout de 2 mois, vous n'avez plus rien, ou à peu près, si vous voulez. Donc, on a quand même on a quand même des parachutes sérieux. Voilà. Et puis, j'ajouterais, pour être à moitié britannique, il y a aussi une autre culture, une autre mentalité. On accepte tout à fait qu'un cadre, puisque tout le monde reçoit les mêmes indemnités qui sont vraiment ridicules en Grande-Bretagne, que vous soyez prof pendant dans le temps ou de rechercher un emploi, travailler dans un restaurant, etc. Ici, nous n'avons pas cette mentalité, ce qui fait que de part et d'autre, employeurs et futurs employés ont une souplesse d'esprit, j'allais dire, anglo-saxonne que nous n'avons absolument pas ici. Alors, oui, après, c'est le temps du rebond. Moi, je n'appartiens pas à une génération qui a cru au CDI comme acquis et comme quelque chose qui allait rester, j'allais dire, comme nos parents, notre oreiller, j'allais dire, confortable. Je pense que depuis très longtemps, comme vous l'avez dit, l'idée a explosé en vol. Après, il y a aussi une question qui se pose, et je le vois beaucoup autour de moi, c'est des gens qui n'ont pas de mobilité géographique. Ça, il faut quand même aussi se poser la question. Enfin, moi, je l'ai, mais c'est quand même compliqué. Donc, il faut vraiment être ouvert tous azimuts. Aux États-Unis, vous n'avez pas de boulot dans un État, vous changez, tout le monde prend ses affaires et s'en va. On n'a pas cette fluidité mentale et parfois pas non plus les capacités pour plein de raisons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui permettrait aussi de faciliter l'employabilité, de se dire en tête, si je trouve pas ici, je peux proposer mon offre de service ailleurs et de se mettre mentalement déjà dans cette disposition. Et ça, j'avoue que parmi mes collègues dans la discussion que moi, c'est pas très évident. Moi, je vous propose maintenant de passer la parole à Sandrine qui va nous relayer les questions du chat, si tu veux bien, Sandrine. Alors oui, ça pleut. Alors déjà, on redemandait quel était le secteur magique dont parlait Laetitia. Alors je le redis à tout le monde, c'est le secteur pharmaceutique a priori. Bon, enfin, c'est pas magique non plus, il ne faut pas exagérer. A priori, c'était vu comme ça. Et ensuite, on nous parle beaucoup de salaire. Alors on nous dit, mais est-ce qu'il faut vraiment casser les prix, 25%, 30% sur nos salaires? Donc est-ce que quelqu'un peut nous parler, de nous dire s'il faut faire un sacrifice salarial et si oui, à quelle hauteur? Alexandra, peut-être? Alors après, tout dépend de quel salaire on parle précédemment. Notamment dans les fonctions commerciales, j'ai rencontré des profils qui, à une époque, gagnaient énormément d'argent et c'est justifié, surtout quand on est commercial. Après, savoir mettre le curseur, alors je dis pas réduire de moitié, mais savoir baisser ses prétentions. Après, c'est en fonction de chacun. Je vais pas vous donner mon salaire. Là, c'est vrai que j'ai retrouvé un poste qui est bien en deçà de ce que j'avais sur le dernier poste. Et puis, mais je m'adapte de façon à surtout pouvoir éviter de rester chez moi. Alors, le parachute Pôle emploi, c'est vrai qu'on a une chance énorme en France, ça existe. Mais ce parachute-là, non seulement il se trouve rapidement parce que moi, je suis restée 1 an au chômage et 1 an, ça passe très vite et pas vite du tout. Et surtout, le côté je ne travaille pas est très, très déstabilisant parce qu'on a l'impression de servir à rien, quoi. Alors, moi, j'ai essayé de faire du bénévolat, je me suis impliquée sur l'aide à la recherche d'emploi pour des seniors, pour des juniors. Mais bon, après, là, j'ai pas de réponse magique, c'est en fonction de chacun et de ce qu'on accepte de faire, mais sans non plus se sous-estimer, surtout pas. On vaut quelque chose aujourd'hui, mais on n'est plus en poste, on n'est plus très jeune, donc pas dire je gagnais 90 et je reste sur mes 90 quoi qu'il arrive. Je prends un chiffre, mais ça peut être 40, ça peut être 20, je ne sais que sais-je. Mais je pense qu'il faut savoir montrer justement qu'on sait faire preuve de souplesse, même quand on n'a plus de Laetitia. Et Jean-Marc après. Je suis d'accord et pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut aussi ne pas se dévaloriser et ça, c'est extrêmement féminin.
de dire ah bah finalement oui je veux bien faire un sacrifice. Oh, il n'y a pas de sacrifice à faire. Ce qu'on fait a une certaine valeur. Les choses ont une certaine valeur. Elle peut être variable. On n'est pas obligé d'être agrippé à ces 80 ou 50 ou 110 €. Mais on ne s'excuse pas d'avoir plus de 45 ans ou plus de 50 ans et merci de me rendre service de m'embaucher. Non. En fait, Ah, mais ça, j'ai jamais dit qu'on s'excusait. J'ai dit on vaut quelque chose. oui, mais si on accepte de se dévaloriser. Mais j'ai pas dit qu'on acceptait de se dévaloriser. On prend un poste, il y a un package, on le prend ou on ne le prend pas. C'est pas accepter de se dévaloriser, pardon. Mais il se trouve que je rencontre pas mal de gens et effectivement, dans l'idée, c'est oui, mais c'est pas grave. Moi, du coup, ils ont la gentillesse de me prendre, ça me rend service et du coup, je vais accepter un salaire bien moindre par rapport à mes capacités et par rapport à la façon dont le poste est payé par ailleurs. Donc non, le poste a une certaine valeur, on a une certaine valeur, une expérience, on est rétribué à sa juste valeur. Laetitia, comment faites-vous quand vous avez enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont là, qui arrivent en fin de droit. Oui, je suis d'accord. On refuse de se dévaloriser, je suis d'accord, mais quand on a encore des gosses à nourrir, parce qu'à 50 ans, on a encore des gosses à la maison et qui sont grands, et ça coûte cher les études, même si on est en France. Donc, moi, je n'ai pas de solution non plus. Non, je n'ai pas de solution, je dis en général, je ne dis pas qu'il faut rien la dévalorisation parce qu'on est senior et qu'on vaut quelque chose de vraiment concret, parce qu'on a une expertise, mais que quand on n'a pas le choix, ben, je veux dire, je vais pas raconter n'importe quoi. Parfois, c'est très, très difficile. Non, mais je suis d'accord. Quand on n'a pas le choix, et ça peut nous arriver à tous, on accepte des jobs qui ne sont pas forcément le job de nos rêves. On est d'accord. Alors là, je voudrais il faut faire aussi un peu attention, c'est ce que je voulais dire. Je voulais toujours revenir à cette histoire de recrutement et de premier entretien parce que souvent on nous explique que c'est des cabinets de recrutement donc qui postent les annonces et ils ont des systèmes très formatés pour rentrer les dates, les machins, enfin ce dont parlait un peu Jean-Marc. Comment les contourner? Parce que si on appelle le cabinet en direct, je pense qu'ils ne nous prendront pas au téléphone concernant l'annonce. Voilà, maintenant il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez je dirais impersonnel via les sites internet. Comment sortir du lot quoi quand on est là-dedans? Ouais. Ils ont contacter directement les opérationnels, je pense que c'est pas mal aussi. Ouais. On peut faire ça aujourd'hui avec les réseaux LinkedIn par exemple, mais je dois vous dire sur la rémunération parce que il y a deux débats il y a le débat de quoi j'ai besoin à titre personnel compte tenu de ma situation familiale, etc. Et puis il y a le débat quelle est la valeur du poste. Donc en réalité, les entreprises, même des entreprises de 50, 60, 80 personnes, et pas seulement des très grands groupes, elles ont des fourchettes de rémunération pour un job donné. Donc, en fait, la question, c'est pas est-ce que je me brade, est-ce que je me brade pas, etc. La question, c'est je réponds à un poste qui est pricé à un certain niveau. Donc, au fond, la question à poser, c'est quelle est la fourchette de rémunération que vous proposez pour ce poste? Alors après, à titre personnel, je l'accepte ou je l'accepte pas. Mais je crois que le réflexe qui consiste à dire en prenant ce job, je me dévalorise, etc., n'est pas un bon réflexe. Si vous avez besoin de travailler, si vous n'avez pas de temps devant vous et que vous prenez un poste qui est inférieur en responsabilité à celui que vous occupiez précédemment, évidemment, l'entreprise, elle a ses propres grilles de rémunération. Elle vous dit, madame, ce poste, il est entre 45 et 55. Et si vous étiez à 80, soit vous prenez le job parce que vous avez envie ou parce que vous en avez besoin, et à ce moment-là, vous le prenez au prix. Mais si l'employeur le futur employeur, sent que vous ne faites pas ça, si je puis dire, sans avoir le sentiment de renoncer à vous-même, il préférera ne pas vous faire de proposition. Parce qu'il va se dire, cette personne, finalement, elle vivra mal son expérience chez moi et ça va pas bien se passer. Mais si vous êtes factuel en disant, écoutez, moi je gagnais plus, mais aujourd'hui, moi je prends le job dans le niveau de fourchette qui est le vôtre, voilà. Et ça, les anglo-saxons, on parlait des modèles différents, mais les anglo-saxons, ils gagnaient 120 000 $, ils n'ont pas de boulot, ils prennent un job à 80 et ça pose pas de problème. Et ils se disent que dans 2 ans, ils remonteront à 120 et voilà. Et c'est ça la dynamique aussi à laquelle on est soi-même confronté, me semble-t-il. Donc je crois que sur le salaire, la vraie question, c'est pas vous. Je suis désolé de le dire aussi brutalement. La question, c'est le poste auquel vous postulez. Parce qu'une entreprise ne peut pas se permettre de vous prendre à 20 si tous vos collègues sont à 40.
et elle vous prendra dans sa propre grille de rémunération, qu'elle soit très formalisée ou moins formalisée. Mais c'est totalement factuel. D'ailleurs, quand moi je mène des missions de recrutement, on a une fourchette. Donc on ne dit pas si elle a plus de 50 ans, ça sera ceci. Non, on ne dit pas ça. On dit c'est la valeur du poste qui compte. Oui. Et pour rebondir à ce que Isabelle. Jean-Marc, pardon, c'est moi maintenant j'ai appris, j'enlève toutes les références de salaire, que ce soit sur les sites LinkedIn, Cadre Emploi, etc. Encore une fois, je pense qu'effectivement la bonne approche est d'être pragmatique. C'est à l'employeur, quand vous décrochez l'entretien, de vous faire part de son budget. Enfin, c'est une relation, voilà, donnant-donnant. C'est pas une question d'être dévalorisé. Et après, en effet, on accepte, on n'accepte pas. Moi, je rebondis sur des entretiens récents que j'ai pu décrocher. Alors, c'est sûr, on est parfois tombé sur du grotesque avec du petit fixe et beaucoup de variables pour rien. Mais je pense qu'en effet, c'est au recruteur de dire, voilà, il vous vend une entreprise, un poste, vous vendez pour au mieux rentrer dans cette mission. C'est à lui de proposer la fourchette et à vous de décider oui ou non si cela vous convient à tel moment pour X raison. Et de faire preuve de souplesse, oui, c'est indispensable. Parce que, comme quelqu'un a écrit, le marché est à la baisse. Nous sommes beaucoup trop nombreux sur le marché du travail. Et l'important, je reprendrai la phrase, c'est de monter dans le train, on choisira le wagon après. Alors, moi, j'avais une question assez globale et qui voudra y répondra. C'est la question de la formation. Tout à l'heure, l'une d'entre vous l'a dit. Je parle des gens qui sont dans le marketing, dans la communication, où on a un overbooking de gens ultra formés. Et en fin de compte, vers quel type de métier? Avec la crise aidant, on a tous les gens qui étaient dans l'événementiel, donc encore un métier de la communication qui est en train un petit peu de mourir. C'est pas avec les formations Pôle emploi, j'ai rien contre, qui sont pas vraiment adaptées. Vers quoi faut-il qu'elles s'orientent, ces personnes-là? Parce que des fois, on est accroché à un poste de communicante et de marketing alors qu'on sait qu'il n'y a plus de poste et qu'on préfère des petites nanas de 25 ans pour aller faire la représentation. Vers quoi, vers quel type de formation, en fin de compte, il faudrait un peu qu'elles s'orientent et qui leur permettrait d'avoir des compétences un petit peu uniques, on va dire. Si je puis me permettre, alors pour réfléchir aussi, il faut avoir plusieurs casquettes. On va tous avoir plusieurs vies professionnelles, hein, donc c'est de poser des questions. Moi, ma résidence officielle en ce moment, c'est Bayonne, et ils proposent des formations dans une école d'ingénieur sur 6 mois pour devenir ingénieur d'affaires sur des logiciels ou des produits informatiques. Tout ça en relation avec une école d'ingénieurs. Alors, ils prennent 10 personnes sur 400 candidats. Pour l'instant, je n'ai pas été prise, mais je trouvais la démarche intéressante. Parce que là, c'était une démarche initiée par une école avec, j'allais dire, une formation à un métier ou des compétences techniques que nous n'avons peut-être pas sur des métiers qui sont en train d'émerger. Le nombre d'annonces où je vois des postes de responsable commercial pour des produits, si vous voulez, sur lesquels, sans formation technique, il est impossible en fait de pouvoir apporter ses compétences de manager et de commercial pur. Je pense qu'il faut pas avoir de tabou là-dessus. Des formations, alors des trucs auxquels on ne pense pas forcément au départ. Gestionnaire de copropriété. Ok, il faut aimer les chiffres, c'est peut-être pas le plus sexy, etc. Mais on en demande tout le temps. Hein. Donc, si c'est pour des jobs alimentaires, pourquoi pas se tourner sur ce type de formation. Diagnostiqueur immobilier. Enfin, vous voyez, il faut repérer des choses où finalement il y a une demande, où on se dit, si on a l'appétence, l'énergie et puis l'envie d'apprendre, pourquoi pas? Je pense qu'il faut se dire pourquoi pas. Pourquoi ce ne serait pas pour moi? Laetitia, Alexandra, Jean-Marc, sur cette formation ou cette reformation pour être sur des métiers, je dirais, peut-être un peu plus tendance? Oui, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut éviter d'avoir… tout peut être envisageable, et je suis assez d'accord avec ce que dit Isabelle. Ce qui est difficile souvent, c'est quand il y a une rupture économique, c'est-à-dire il faut un moment pour gagner sa vie à un niveau qui corresponde à ses besoins personnels. Hein. On disait tout à l'heure que c'était difficile quand on a une famille à nourrir, etc. Donc, il faut fermer aucune porte. Vous avez bien raison, il faut fermer aucune porte. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on risque? Rien. Ouais. Alors après, la formation, je suis tout à fait pour. De toute façon, elle doit normalement se faire tout au long de notre carrière, hein, depuis des années. C'est pas toujours appliqué en entreprise, mais alors il y a l'auto-formation, mais surtout bâtir cette formation ou cette réorientation sur les bases d'un métier que l'on maîtrise. Parce que je pense sincèrement que la situation peut être pire quand on est senior ou expérimenté
et que, par exemple, je ne sais pas si je suis. Non, ouais. Non, c'est bon. Que, par exemple, je vais dire, bon, moi j'ai fait du recrutement depuis des années, et puis tiens, j'ai envie de faire du marketing, donc je vais faire une formation marketing digital. Et là, je repars from scratch. Là, je repars junior, malgré un socle d'expérience conséquent. Et ça, c'est un énorme risque. Donc, je pense qu'il faut arriver à articuler que l'ancien métier accompagne le nouveau. Pour moi, c'est essentiel. Jean-Marc, sur la J'aurais formation. tendance à dire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, la formation n'a de valeur que dans le cadre d'un projet à titre personnel. On peut légitimement décider de faire une reconversion à 45 ou 50 ans parce qu'on a épuisé les charmes d'un métier, ou qu'on estime que ce métier n'est plus porteur, ou que le rapport entre l'âge et le métier n'est plus bon, ou parce qu'on a un nouveau domaine d'intérêt dans la vie et qu'on a envie de le faire vivre. Et on peut très bien passer d'un métier A à un métier qui n'a rien à voir. Donc, je ne vois pas vraiment de difficulté dès lors qu'on est capable de l'expliquer. Ou trouver des formations courtes spécialisantes dans le métier qui est le sien ou dans un domaine d'activité qui est le sien depuis longtemps pour découvrir de nouveaux aspects, etc. Ce que je dirais simplement, c'est que la formation n'est pas la réponse à tout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un projet qui est patent derrière pour celui qui le fait et pour celui qui va l'entendre, je pense que la formation, ça peut passer pour une forme de voie d'attente de quelque chose de miraculeux qui va arriver bientôt et qui va finalement faire que vous n'en aurez plus besoin. On trouve parfois des gens qui accumulent des formations dans des domaines connexes ou très différents, et on a plutôt l'impression que cette formation est une façon intelligente d'occuper son temps qu'une façon dédiée à l'appui d'une recherche professionnelle. Donc voilà, moi je pense que tout est possible à partir du moment où on est au clair avec soi-même et qu'on est capable de l'expliquer aux gens qui sont autour de soi. Et bon, voilà. Par contre, je m'excuse, je vais devoir vous quitter. Oui, j'allais vous dire qu'on allait conclure parce qu'il est 14h30. Oui. Donc, à chacune, Alexandra, un mot de conclusion, un petit tips pour aider nos Simone. Alors, un truc déjà, ouais, le CV, faut le rendre sexy. Même moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer Amélie Fabre chez Boost Me Up également, je suis arrivée avec mon CV, mais je suis recruteuse chez Toi de Parle, et elle m'a dit mais il est vintage ton CV ma chérie, et elle avait raison. Donc ouais, refaire son CV, il faut que ça tienne sur une page. Aujourd'hui le CV de 2 pages on n'en voit plus, donc faut s'intégrer dans cette masse de CV plus jeune, et comme ça on passe peut-être moins inaperçu, et surtout faut rien lâcher, faut passer par le réseau, faut passer par les annonces, faut essayer d'avoir les gens en direct. Souvent, et c'est pas péjoratif, mais les cabinets de recrutement sont peut-être pas le meilleur accès à l'emploi parce qu'il y a un filtre qu'on ne maîtrise pas. Or, aujourd'hui, on a une expérience qui nous permet de maîtriser ces filtres. Le problème, c'est avoir le premier entretien. Alors, pourquoi pas, j'ai vu un message passer sur de l'humour, sur oui, je suis senior. Moi, j'ai fait une lettre où je dis je suis senior, et c'est un avantage. Parce que je sais de quoi on parle. Si vous êtes d'accord avec moi, continuez à lire la suite. Et enfin, voilà, c'est aller un peu, pas dans la provoque, mais mettre les choses au clair, oui. Mais je vous apporte beaucoup de choses. Et je crois qu'il faut rester positif, même si c'est pas facile tous les jours. Laetitia, le mot de la fin pour vous? Moi, je crois que le mot de la fin, c'est il faut oser et puis fermer aucune porte. Ok. Isabelle? Ouais, voilà, ne jamais baisser les bras, tout arrive. Moi, je suis dans des phases de sélection d'entretien avec un CV de 2 pages, même revu avec Amélie. Parce que il y a toujours des réflexions. Voilà, donc rien n'est figé. Il faut oser, et puis encore une fois, ne jamais baisser les bras. Jean-Marc, vous êtes le seul homme. Déjà, on vous remercie de nous être confrontés à notre panel de femmes. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, si vous voulez faire évoluer votre vie professionnelle et aller vers des environnements que vous ne connaissez pas encore très bien, mais qui vous tentent, ce ne sont pas les gens qui vous connaissent qui vont vous aider, puisque les gens qui vous connaissent, en fait, ils vous connaissent dans le cadre d'une référence ancienne qui est précisément celle que vous avez envie d'abandonner plus ou moins.
Et donc, on fait souvent cette erreur qui consiste à demander à des gens dans un cercle ancien de vous aider à trouver un travail, alors qu'ils ont du mal à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Et il est préférable dans ce cas-là d'essayer d'entrer en relation avec des gens qui sont dans le cercle que vous avez envie de rejoindre, parce que ceux-là seront plus à l'écoute de ce que vous avez à leur dire, et en plus, ils auront probablement de bons conseils à vous donner. Sandrine, merci tu pour ce veux mot. conclure? Alors, je conclus vite. Alors, je vous l'annonce, Muriel qui était dans le chat aussi. En partenariat avec Boost Me Up, on a créé un programme qui va être spécifique pour les femmes de 45+ et où on va tenir un petit peu compte de tout ce qu'on a dit là, vu que c'est ce qu'on avait un petit peu anticipé. Alors, ce programme de formation ne sera vendu qu'aux entreprises, hein, donc on ne le vendra pas en direct aux particuliers parce qu'il est assez onéreux, mais c'est un parcours de 45 jours qui permet en fin de compte aux personnes de se remettre dans l'emploi, mais c'est-à-dire un petit peu au travers de tous les conseils. Ça va passer par du conseil coaching, du conseil relooking, excusez-moi. Ça va passer par du personal branding, voilà, par tous ces mots un petit peu modernes qui vous font peur, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes une entreprise et vous êtes intéressé, ben, vous contactez Muriel. Évidemment, on était 240 inscrits, il n'y a que 100 participantes qui ont pu être là. On refera un webinaire sur ce sujet parce que je crois que le confinement va être long et que c'est un sujet, on pourrait en parler toutes les semaines, hein, n'est-ce pas Jean-Marc? Ça fait déjà 2 fois que vous venez en parler avec nous. On va mettre alors, pour tous les participants, dans les 5 minutes qui suivent, vous aurez un lien pour le replay. Nous, on le mettra en ligne, je pense, au plus tard lundi pour tout le monde. Et Sophie va faire paraître un article dès lundi, je crois, sur Gépicine, sur notre journal Gépicine avec Simone. Absolument. Voilà. Donc nous, on continue à produire du contenu pour vous. Et là, notre grande production qui a démarré au moment du confinement, c'est ce programme, c'est cette plateforme de 45 jours pour réussir en partenariat avec Amélie et Boost Me Up. Voilà. Moi, je vous remercie infiniment. Non, je crois que tu étais absolument, tu as tout dit. Moi, je remercie tous les participantes et nos invités d'avoir joué le jeu et d'être venus avec nous si volontiers partager leur expérience. On vous remercie infiniment. Le sujet est loin d'être clos, donc on y reviendra certainement. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Hop. Maintenant, Jean-Marc, il ne veut plus nous quitter. Ouais. Je regarde les chats. Mais on vous enverra, Laetitia, si vous voulez Oui, je veux la bien. Oui. retranscription. J'ai pas eu le temps de les regarder pendant ce temps-là. Non, je vous les enverrai. On va les télécharger. Et je répondais juste à Sandrine qui nous demandait pourquoi pas aux particuliers, parce